Bonjour, bienvenue une fois de plus à l'atelier. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux revolvers réglementaires, contemporains, on peut dire. Alors ici, celui qui est sans doute reconnu par la plupart d'entre vous, il s'agit d'un revolver français, modèle 1873, et peut-être celui-là qui est un peu plus méconnu, un revolver d'ordonnance suisse, modèle 1878. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer en détail dans le développement et l'histoire derrière ces deux revolvers, surtout le modèle français. Il y a déjà plusieurs vidéos, je recommande par exemple celle de Maître Luger et de Le Feu aux Poudres, qui couvrent dans plusieurs épisodes le développement et l'historique de ce revolver. Par contre, on va ouvrir la platine et regarder ça d'un peu plus près dans un instant. En ce qui concerne le revolver suisse, je vais essayer de faire un petit résumé de l'historique derrière et de l'adoption de celui-ci, car en fait, malgré l'apparence similaire, bon, on ne peut pas faire beaucoup pour différencier les revolvers, mais surtout en ce qui concerne la platine, c'est en fait complètement différent de ce qu'on trouve dans celui-ci. Alors, l'historique condensé de celui-ci, il faut savoir que la Suisse a adopté elle aussi un revolver Chamelot-Delvigne un an avant la France avec le modèle 1872. Il a généralement l'apparence assez similaire à celui-ci, sauf qu'il a un canon de 15 cm au lieu d'un canon de 11,4 cm ici. Mais sinon, la platine est essentiellement ce qu'on va voir ici. La première commande qui est faite en Belgique est assez petite et il est clair qu'au bout d'un moment, soit il va falloir faire une nouvelle commande, soit ils peuvent profiter des développements entre-temps. C'est une période extrêmement riche en développement des platines des revolvers à cette époque, surtout en Belgique. Et voilà, donc s'il faut faire une nouvelle commande, peut-être pourquoi pas profiter des innovations entre-temps. Donc, il laisse la porte ouverte pour des éventuels développements. Donc, il y a une période de 6 ans où il y a de nombreux essais. Il y a une période initiale où il semble fasciné par les revolvers auto-éjecteurs. Donc, c'est un carcasse fermée. Donc, ce n'est pas du style Smith & Wesson ou Webley avec une carcasse pliante, mais donc un carcasse fermé. C'est un système très steampunk, j'adore. Donc, ce sont des systèmes développés principalement par un armurier de Thun, von Steiger. Je recommande 2 épisodes de Forgotten Weapons sur ces revolvers où on voit vraiment la mécanique et même il les sort au tir, donc on voit vraiment comment ça marche. Et cette possibilité semble être logée dans l'arrière-pensée pendant toute la série des essais, puisque une fois qu'ils aient abandonné les revolvers von Steiger de base, donc intégrés, il y a tout au long des épreuves l'option d'attacher un module auto-éjecteur, celui-ci développé par Krauser. Donc ça veut dire que quel que soit le revolver adopté, on pourrait éventuellement fixer ici, côté droit de la carcasse, un module qui aurait la fonction d'éjecter les douilles automatiquement à chaque fois que le chien tombe. Et donc ils gardent l'option de ce module et ensuite ils explorent diverses platines et ils viennent à la fin sur une platine de Jean Varnan, à nouveau un Belge, qui est modifiée par Rudolf Schmidt, puisque Rudolf Schmidt met sa main dans tout ce qui concerne l'armement suisse à cette époque. Donc en fait, ce que nous avons ici, c'est un revolver à platine Varnan, et ici, Chamelot-Delvigne. Alors, regardons ces deux revolvers d'un peu plus près. Juste avant, je voulais vous montrer que malgré que ces deux revolvers tirent chacun une cartouche qui est relativement faible, il faut le dire, ça reste en fait des revolvers relativement gros en termes de dimension générale. Juste pour comparer, voici un Beretta 92. Tous les fans des films d'action des années 80 et 90, on voit que les dimensions sont en fait comparables, ici bien sûr, hormis la longueur du canon. Et avec le 73, c'est encore plus flagrant. On a en fait quasiment les mêmes dimensions globales. Alors commençons par le revolver 1873. Celui-ci a été nickelé dans le passé, il commence un peu à peler ici à l'avant du cylindre.
Donc ce n'est pas la finition d'origine, normalement il devrait être simplement poli blanc. Mais ça ne me gêne pas, ça le protège un peu des ravages de la poudre noire. Donc, mais voilà, donc, juste pour savoir que normalement ils ne sont pas si brillants que celui-ci. Il est issu de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et ceci en 1875. Alors c'est un revolver à action simple et double action quand on y arrive. Ouah. Voilà. Pour charger, décharger, nous avons une porte ici sur le côté droit et on peut indexer. Mais avant de faire ça, ce que j'ai oublié de mentionner, vous voyez ici, au repos, le chien est complètement en contact avec la carcasse, ce qui veut dire que le bec, donc ici, rentre en fait en contact avec le cylindre quand il est au repos et ça peut arriver que si on cherche à tourner le cylindre avec le chien complètement abattu, eh bien on peut mater les bords des chambres. Donc quand on veut charger et décharger, il faut mettre le revolver sur son cran de chargement. Ce n'est pas un cran de sûreté puisque en fait rien n'empêche de faire partir un coup en double action à partir de cette position. Donc ce n'est pas un cran de sûreté qu'on aurait aujourd'hui sur un revolver. Ensuite, pour éjecter une cartouche ou un étui, il faut libérer la baguette qui est ici dans ce rail de guidage. Et cette baguette est sollicitée en arrière par un ressort. Donc, il est attaché à cette petite vis ici. Et la tête de la baguette repose sur un saillie sur l'arbre du barillet. Vous voyez ici. Et il y a un trou ici à l'arrière de la tête de la baguette. Donc il faut vraiment faire exprès pour libérer la baguette. Donc ça c'est un système que j'apprécie particulièrement, surtout pour une arme qui sert entre autres pour la cavalerie. Donc une fois sorti, il faut juste appuyer sur cette petite partie, cette petite poussoir ici sur le côté, quadrillé bien sûr, pour libérer. Et ensuite, on peut simplement éjecter, indexer, injecter, et ainsi de suite. Alors, on va passer maintenant à un démontage. On va enlever le cylindre d'abord. Pour ceci, on fait basculer la porte. Ensuite, il faut libérer l'axe de barillet. Pour ceci, on va faire basculer la baguette. Et on va appuyer sur ce gros poussoir, ce qui va nous permettre de coulisser la baguette vers l'avant. Très bien ajusté. Donc il y a une première position de repos ici. Ça permet ensuite de sortir le barillet. Il faut juste faire coulisser la tête de la baguette en arrière, sinon ça va bloquer. Et voici le cylindre. Rien de particulier. Vous voyez là, il y a le nickel qui commence à partir. Et ensuite, nous allons enlever la plaque sur le côté de la carcasse. Alors, une petite astuce sur ce revolver. Pour le cahier de charge, il était très important que le revolver ne nécessite pas d'outils pour le démonter. Alors là, ils ont un peu triché, puisque si on enlève la baguette complètement, on va voir que sur la tête, nous avons cette plaque un peu bizarre qui a été rajoutée. Et il s'agit en fait d'un tournevis. Donc ils ont considéré que intégrer l'outil dans le revolver, c'est équivaut à ne pas nécessiter d'outils pour le démontage. Ils ont un peu osé. Donc avec ça, on peut démonter la vis ici sur le côté. Et ensuite, il faut soulever cette plaque. Il y a une petite encoche ici qui est très utile. Donc on peut y insérer n'importe quoi, là, ici dans l'office, le tournevis, parce que c'est très très bien ajusté. Sinon, on pourrait mettre une pièce, par exemple. Et aussi, on peut faire le levier et faire basculer la plaque.
Et voici donc la platine magnifique de ce revolver. Alors, nous avons le chien, nous avons la gâchette, nous avons le mentonnet ici derrière et la barrette. Et bien sûr, la détente. En termes de ressorts, nous avons un ressort pour la détente, un grand ressort pour le chien et nous avons un ressort ici qui est entre la barrette et le mentonnet. Donc, en action simple, on arme le chien. Voilà, premier cran. Donc là, on voit le cran armé du chien en contact avec la gâchette. Et la gâchette, ici, est en repos sur ce talon de la détente. Donc lorsqu'on appuie sur la détente, ceci va faire basculer la gâchette et le chien tombe. Quand on lâche la détente, comme vous voyez ici, le nez du chien reste en saillie à l'intérieur de la carcasse. En double action, ça devient un peu plus compliqué. Ce qui va être important maintenant, ça va être cette partie ici, donc la barrette et le mentonnet. Donc le mentonnet ici, lorsqu'on va tirer sur la détente, va pousser le chien en arrière, dû à cet épaulement ici. Donc elle va continuer à monter, monter, monter. Là, la gâchette s'enclenche, mais ça ne fait rien. Lorsqu'on continue à tirer, il y aura un moment où le mentonnet en fait, va déraper. Donc il est forcé en contact avec le chien grâce à ce ressort ici, qui est en appui contre la barrette. La barrette est ce qui fait tourner le cylindre, pour ceux qui ne savent pas. Donc on arrive là. Il y a ce dérapage, le chien est libre, il revient à sa position, tombe, et lorsqu'on lâche la détente, eh bien tout revient à sa position initiale. On fait ça encore au ralenti. Difficile parce que les ressorts sont tellement costauds. Tac, et ça tombe. Et voilà. Alors je ne vais pas démonter ici l'intérieur, mais je vais vous montrer un truc assez astucieux, et c'est cette grosse pédale ici, c'est la clé du ressort principal, et ça permet de désamorcer ou désarmer ce gros ressort, simplement pousser vers le bas, et comme ça, et le ressort est complètement détendu. On peut juste le sortir, et ça rend le démontage beaucoup plus facile, ou simplement pour le nettoyage si on ne veut pas tout sortir en même temps. Pour le remettre, il n'y a rien de plus simple, il faut juste le raccrocher à la chaînette, à l'arrière du chien, le réenclencher ici en bas contre son plot et armer la clé si vous voulez, et voilà. Donc c'est un système, comme vous voyez, avec beaucoup de pièces et ici beaucoup de ressorts. Nous avons 1, 2, 3, 4, parce que la gâchette a aussi son propre ressort ici. Et donc ça rend, en simple action, ça va encore, puisque il faut juste déplacer la gâchette. Mais en double action, en fait, on a beaucoup de ressorts qui travaillent en synergie et ça rend l'action double très très dure. Pour le remontage, il n'y a rien de plus simple, on fait tout dans le sens inverse. On remet la plaquette d'abord, ensuite la contreplatine en fait, on va appeler ça, la plaque. On remet la vis. Je pense que ça aurait été bien si cette vis était captive, mais chaque petit détail de plus coûte. Donc peut-être pour faire des économies, ils n'ont pas mis ça. Je vais visser ça dans un instant. On va mettre
le cylindre à sa place. Voilà. Et une petite astuce ou peut-être un avertissement pour ceux qui veulent rassembler ce revolver, faites attention à l'axe de barillet. Il y a ici un méplat. C'est très important que ce méplat soit face au méplat sous le canon. Si vous essayez de mettre dans un autre sens, comme ça ou comme ça, et que vous forcez, ça va coincer l'arbre et c'est extrêmement difficile de l'enlever. Si vous faites ça, ne me demandez pas comment je sais, mais voilà, je vous ai averti, vous savez maintenant, faites vraiment bien attention de le mettre dans le bon sens lorsque vous le remettez à sa place. Il faut avoir presque 3 mains pour faire ça. Voilà, tout est bien encliqueté. Passons maintenant aux Suisses. Alors le voici, le verre très élégant avec son long canon. Alors peut-être la chose la plus bizarre, c'est qu'ici il n'y a pas de porte pour fermer l'arrière du cylindre. Il y a une creusure ici pour avoir accès aux chambres. Donc a priori, si on soulève le revolver, eh bien les cartouches peuvent tomber. Mais c'est assez ingénieux, ce n'est pas le cas. Ici, en position de tir, donc si j'arme le revolver, vous voyez, les deux chambres ici sont jamais alignées avec la creusure. Bien sûr, il y a un moment instantané ici, où ça l'est, mais dans tous les jours, en simple action, il faut vraiment que ce soit, qu'on n'ait pas de chance pour qu'on soit aligné avec la creusure. Par contre, lorsqu'on veut vider ou charger le revolver, nous avons cette bague ici, au milieu du cylindre, avec des crans supplémentaires. Nous avons écrit ici l'écran pour aligner chaque chambre avec le canon et le chien. Et nous avons des crans intermédiaires. Et là, si on engage ici avec cette partie quadrillée ici, donc de préhension, on engage un cran. Et là, on est parfaitement aligné pour éjecter ou charger. Donc, chaque fois, on se sert de cette bague pour trouver cette position intermédiaire. Ici, remarquez qu'au repos, le chien n'est pas complètement en contact avec la carcasse comme sur le 73. C'est un système précoce de chien rebondissant. Ça veut dire qu'une fois qu'on a tiré, on lâche le chien et celui-ci vient légèrement en retrait. Il n'y a plus ce problème d'avoir le nez qui vient en contact avec l'arrière du cylindre. Et voilà. Là aussi, donc ce n'est pas une position de sûreté. Il n'y a pas de cran de sûreté sur ce revolver. Et voilà. Ensuite, pour la baguette, c'est un système assez rudimentaire, je dirais. C'est peut-être pour moi, c'est le point faible de ce revolver. Nous avons un ressort à lame ici qui fait plusieurs choses. Donc premièrement, il retient la baguette dans deux positions. Donc ici, ça appuie contre un méplat sur la baguette. Donc ici, en position rentrée. Ensuite, en position sortie. Voici les méplats. Donc ça la garde dans cette position pour pouvoir éjecter. Et il y a une troisième position, remontée comme ceci. Dans ce cas-là, la lame ressort est poussée légèrement vers l'extérieur, puisqu'il n'y a plus de méplat dans cette orientation. Et à l'intérieur de ce ressort, il y a un doigt qui rentre en contact avec un trou dans l'arbre. Donc en position comme ceci, ou rentrée, bon, ici bien évidemment l'arbre ne peut pas sortir, mais ici l'arbre a priori est libre, mais puisque la lame ressort ici est en position rentrée, son doigt est en contact avec un trou dans l'arbre et il ne peut plus sortir. Théoriquement, sur celui-ci, je pense qu'il y a un peu d'usure. Je peux malgré tout tirer la baguette, l'arbre, pardon, mais normalement, il faudrait que la baguette soit
tourner complètement en position où le poussoir est vers le haut. Et là, je peux enlever l'arbre et faire sortir le cylindre. Ici aussi, il n'y a rien de remarquable. Voici les sections de préhension. Et maintenant, on va faire aussi le démontage. Ici, pas besoin de retourner le revolver, nous avons la vis tout de suite ici. Donc, on peut utiliser le jeu d'outils de nettoyage. Nous avons là la baguette qui a une lame de tournevis à chaque bout. Donc là, on peut l'utiliser comme ça pour dévisser cette vis. Ou, ce qui est préféré, c'est d'utiliser une pièce, là, pièce de 5 centimes suisse. C'est ici, la vis est bien captive dans la carcasse. Et comme elle est captive, eh bien, quand on dévisse, ça pousse ici la plaque de la carcasse. Ça, c'est assez astucieux aussi. Et une fois libre, le tout coulisse avec le pontet. C'est aussi une seule pièce. Et là, on peut aussi enlever la plaquette. Alors, comme vous voyez, c'est une platine extrêmement simple. C'est une platine Varnant, légèrement modifiée par Rudolf Schmidt. En fait, son apport est principalement ce bras ici, qui, dans beaucoup de systèmes Varnant, est intégré au deuxième bras du ressort principal en V. Alors, en action simple, c'est très simple. Lorsqu'on arme le système, vous allez remarquer qu'il y a une extension ici. Donc ça fait partie du corps de base du chien. Et il y a un cran de gâchette sur cette partie qui va rentrer en contact avec le bec à l'arrière de la détente. Voici un petit croquis de l'époque. Et donc, lorsqu'on appuie sur la détente, le bec n'est plus en contact avec le cran de la gâchette intégrée. Vous voyez ici, le chien veut tomber. Donc jusque-là, ça marche. Et ce qui est important à voir, c'est ce levier ici va venir en appui contre un saillie ici à l'arrière du corps du chien. Et ça veut dire que lorsque je lâche la détente, eh bien, le levier appuie le chien et le fait basculer en arrière et nous avons l'effet rebondissant. Donc on va faire encore une fois. Le chien tombe, je lâche la détente et le levier vient appuyer sur l'arrière du chien et il vient légèrement en retrait. En double action, c'est que très légèrement différent, pas très compliqué. La pièce importante ici, c'est la barrette et en particulier sa surface inférieure ici qui est en appui contre l'extension du chien qu'on a vu en action simple. Donc lorsqu'on fait monter la barrette grâce à la détente, eh bien ça pousse l'extension du chien, on la voit ici, vers le haut et il y aura un moment où elle va déraper à l'arrière et retomber. Là on est proche. Et voilà. Voilà l'extension retombée à l'arrière. Et qu'on voit, ça glisse en arrière lorsqu'on met le mécanisme en position de repos. Encore une fois. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça dérape et ça peut tomber. Et voilà. Là aussi, nous avons une astuce pour pouvoir enlever le ressort. Donc remarquez qu'il y a
un seul ressort dans le système. Il n'y a pas de ressort ici pour la détente. Il n'y a pas de gâchette disons, isolée. Nous n'avons que ce ressort en V, un truc qu'on retrouvait déjà dans les platines à silex. Donc pour ceci, il faut juste faire pivoter cette petite pièce ici, comme ça, ce qui permet de pousser le ressort vers soi. Pour ceci, il y a même une petite partie texturée. Et on peut libérer le ressort. Maintenant, tout est libre, on peut tout sortir. Pour le remettre, aussi astucieux, c'est aussi un ressort avec une chaînette. Le fait qu'on a une surface d'appui ici sur ce levier veut dire qu'en fait, juste en appuyant sur l'extrémité, eh bien, on peut tendre le ressort très facilement, le réenclencher et le système est armé à nouveau. Avant de passer au stand de tir, quelques mots concernant les cartouches pour ces revolvers. Donc ici, nous avons la cartouche 11 mm modèle 1873. Ici, c'est la deuxième version. Alors, la première version a une balle de 11,6 mm qui pèse 10,7 grammes. C'est une balle à culot restreint, donc le diamètre qui est à l'intérieur de l'étui ici, un diamètre inférieur au diamètre maximum, et elle est donc fortement sertie. En fait, je dois dire que les deux cartouches ici emploient des balles à culot restreint, c'était en vogue à l'époque. Alors pour ceci, il faut des outils de sertissage bien particuliers, et je vais mettre un lien dans un commentaire fixé sous cette vidéo qui vous indique une source possible pour les deux calibres. Donc, revenons à cette cartouche. Donc, la première version, le modèle 73, a une charge de 0,65 g de poudre noire super fine. Donc, une charge vraiment anémique. Mais en 1890, nous avons une version améliorée avec 0,80 g de poudre noire super fine qui donne une vitesse de 189 mètres secondes. Donc c'est pas super, mais c'est mieux que la performance initiale. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont adopté cette cartouche. Ceci parce que 2 ans auparavant, la marine a adopté un revolver de Faucheux, carcasse fermée, simple double action, le Faucheux modèle 1870. Et celui-ci est chambré pour la cartouche 12 mm de Faucheux, donc percussion centrale, qui a une balle qui pèse 12,8 grammes, donc légèrement plus grosse, une charge légèrement supérieure qui donnait une vitesse de 220 mètres secondes. Et j'ai un peu cherché pour une cartouche qui aurait des performances et des dimensions similaire, et j'ai trouvé que ça ressemble de très près à la 44 Smith & Wesson américain, donc vraiment l'ancêtre du 44 Magnum, qui à l'époque était une cartouche relativement puissante. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont, pour l'armée, ou l'armée des forces terrestres, ils ont adopté cette cartouche, puisque le revolver Shamrock Delvin est parfaitement capable de charger cette cartouche, même que les modèles Shamrock Delvin destinés à la marine sont au début chambrés pour la 12 mm, avant d'être forcés d'adopter la même munition. Donc je ne sais pas ce que ces messieurs des commissions avaient en tête pour adopter cette version vraiment inférieure d'une cartouche déjà existante. Pour les revolvers 78, nous avons la cartouche 10 mm d'ordonnance suisse. Donc ici, nous avons une balle de 10,4 mm. À l'origine, elle est calpinée, mais je n'ai pas envie. Donc j'ai trouvé un moule à balle qui reproduit des dimensions comme si elle était calpinée. Donc il n'y a a priori pas besoin. La balle pèse 12,5 grammes et dedans, nous avons 1 gramme de poudre suisse super fine. Et ça donne une vitesse de 186 mètres secondes, donc très légèrement inférieure à la
1873-90. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça se vaut. Alors, je dois admettre que, en fait, pour le tir, je n'ai pas trop de succès avec cette balle-là, ce profil. Et donc, pour le tir, aujourd'hui, j'utilise cette balle. Donc, la charge est la même, mais nous avons une balle légèrement plus lourde et avec un profil cylindrique. Et avec celle-là, j'ai beaucoup plus de succès. Donc, pour le tir aujourd'hui, ça va être en fait entre ces deux cartouches. Concernant le nombre produit de chacun de ces revolvers, pour le 73, il s'agit bien sûr d'une arme destinée à armer tout un empire. Donc il y a à peu près 387 000 exemplaires produits, tout modèle confondu, donc modèle de troupe, le modèle d'officier, le 74, et aussi les deux versions destinées à armer la marine. Pour le revolver suisse, nous avons uniquement une production réglementaire de 4600 exemplaires. C'est tout. Ceci produit entre 1880 et 1881. Celui-ci est de la première année de production. Et au-delà de ces deux séries de production, il y a aussi eu une petite série produite pour le marché privé, c'est-à-dire pour les personnes voulant acheter un modèle réglementaire, mais aussi pour les officiers qui devaient s'équiper de leurs propres moyens. Mais là, il n'y a pas de chiffres, j'ai trouvé nulle part quelque chose de concret, peut-être 1000 exemplaires, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y en aurait guère plus que ça. Donc celui-ci est relativement rare à trouver, comparé à celui-ci qu'on trouve pratiquement partout dans le monde. Ce n'est pas vraiment surprenant vu son utilisation partout à travers l'Empire français. Bon, on a assez discuté, maintenant au tir pistolero. Alors, c'est peut-être pas étonnant que deux revolvers qui se ressemblent, tirant une cartouche qui se ressemble, ont une performance qui se ressemble à 25 mètres. Malgré ça, je vais quand même me permettre de faire quelques observations sur l'utilisation pratique de ces deux revolvers. En termes de prise de vue, le revolver suisse est plus agréable simplement parce que c'est bronzé. Donc je ne pense pas que la distance due au canon plus long a beaucoup d'influence, surtout à 25 mètres. Mais le fait que les organes de visée sont bronzés, ça c'est vraiment agréable. Ici, bon, celui-ci il est nickelé en plus, donc c'est encore pire que s'il était simplement poli blanc. Mais là, surtout avec la lampe ici, le guidon brille, c'est magnifique, c'est très joli, mais pour une prise de vue, c'est pas génial. Donc je pense que la prochaine fois, peut-être que si j'emmène un petit peu de bougie ou un briquet, je vais fumer un peu le guidon pour qu'il soit un peu noirci. Et là, peut-être que ce sera plus agréable. Mais en fin de compte, sur cible, c'était la même chose, mais il faut se concentrer vraiment plus avec celui-ci que celui-là. En termes de la platine, donc au senti, au lâcher, en action simple, je pense que celui-ci brise plus nettement, donc c'est vraiment comme du verre. Bon, clairement, ce n'est pas au niveau Manurin, hein, mais pour l'époque, c'est vraiment pas mal du tout. Il faut vraiment être musclé déjà pour armer, mais une fois, c'est vraiment ça casse vraiment. On n'a pas de ressenti que la détente bouge du tout au lâcher. Celui-ci est légèrement plus léger, mais il y a un léger mouvement juste avant de lâcher. Mais quand même déjà pas mal. Double action, clairement je ne les ai pas tirés en double action, mais là l'avantage est clairement pour le Suisse. Ici c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si ce sont tous comme ça ou si le mien il a juste pas beaucoup tiré.
mais il faut vraiment tirer comme un malade sur la détente. Bon, j'imagine que le seul cas où on va vraiment vider son revolver rapidement, ce sera dans une situation très périlleuse. Et dans ce cas-là, on a l'adrénaline qui pompe. Donc là, on tire comme un malade sur la détente et on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de force nécessaire. Celui-ci, comme vous avez vu, la platine est très très simple. Il n'y a qu'un ressort. Et en fait, la double action est assez douce, même qu'il y a un plateau qu'on peut trouver assez facilement juste avant le lâcher. Donc je peux le trouver là. Et ça, je dirais, c'est une double action qui pourrait être utilisée aussi au tir de précision. Donc, comme je dis aussi, ce n'est pas au niveau d'un revolver Manurin, mais c'est tout à fait correct pour l'époque. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation, l'éjection, j'adore ces écrans intermédiaires sur le cylindre du Suisse. En fait, ça permet de vider les revolvers sans regarder, parce qu'on sait qu'une fois qu'on est dans ce cran, le cylindre est automatiquement dans la bonne position. C'est super. Avec celui-ci, c'est classique, il faut vraiment regarder pour voir qu'on soit vraiment aligné. Et il ne faut pas beaucoup pour qu'il soit... En fait, il y a un peu une illusion optique entre ce qu'on aperçoit de ce côté et ici. Donc parfois, on pense qu'on est aligné, mais une fois qu'on essaye d'utiliser la tige, on est en train de mater la surface avant du cylindre. Donc là, ouais, c'est pas génial. C'est pas grand-chose, hein, ce développement, mais ça apporte quand même, ça apporte beaucoup. Alors, ceci dit, le fait de pouvoir aligner le cylindre, c'est super. Par contre, la retenue de la tige d'éjection ici, là, j'y fais absolument pas confiance. Lorsque je l'ai manipulé au stand, c'était très facile de sortir la patte de la tige. Et donc, j'imagine que ça a dû être tordu assez fréquemment au service en dégainant, en rentrant, lors de l'éjection. Et ouais, donc je ne fais pas entièrement confiance à ce système. Tandis que celui-ci, là, il est 100% robuste. On voit vraiment que c'est un mécanisme étudié pour être très très fiable. Des fois, il faut un peu pousser parce qu'en fait, il y a l'effort pour avancer légèrement la tige ici. En fait, si on ne le prend pas exactement dans le bon angle, on peut pousser tant qu'on veut, ça ne va pas bouger. Donc, il faut vraiment le prendre bien. Comme là, par exemple. Là, j'arrive pas. Voilà. Et là, une fois que c'est sorti, ça marche impeccable. Mais le fait que ça soit retenu en position fermée d'une façon qui est c'est quasiment pas possible de le sortir sans vraiment le vouloir. Je pense que ça, en termes d'une arme de guerre, c'est beaucoup mieux étudié que celui-ci. Alors, quelle est la meilleure arme de guerre? Difficile à dire. Perso, j'aurais tendance à favoriser le modèle 73, simplement parce que pour moi l'équilibre est meilleur, donc je la trouve plus maniable. Ce serait bien s'il était bronzé, donc peut-être qu'il faut que je me trouve un modèle d'officier. Et aussi s'il y avait la cartouche 12 mm, ça c'est super. Et si on pouvait reprendre l'écran intermédiaire sur le cylindre, ça aussi super. Donc ouais, un hybride quand même, ça serait mieux, mais si je devais juste choisir entre les deux subitement, ça serait celui-ci. Celui-ci est aussi parfaitement adéquat comme arme de guerre, mais je sais pas, psychologiquement, celui-là me semble plus fragile. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que surtout ce qui me marque, c'est en effet cette tige. Mais sinon, en termes de platine, là, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est tout aussi performant que là. Mais bon, je pense que beaucoup de préférences entre une arme ou une autre est simplement psychologique. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose à la fin de cet épisode. Et il me reste juste de vous remercier pour d'avoir accompagné
pendant ce trajet et on se retrouve donc soit ici à l'atelier ou au stand et je vous remercie bien sûr pour votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. À la prochaine!